Tu peux démarrer. D'accord. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons exposer sur le rôle du Sénégal dans les relations internationales et sa position stratégique, l'intérêt qu'il suscite pour les grandes puissances. Donc, avant de démarrer, il convient mieux de faire une petite présentation du Sénégal. Le Sénégal est indépendant le 20 août 1960. C'est bizarre parce qu'on célèbre l'indépendance le 4 avril, mais le Sénégal a signé son indépendance le 20 août 1960. La superficie du pays est estimée à 196 712 km². Le Sénégal partage une frontière avec la Mauritanie, c'est-à-dire au nord, le Mali à l'est, les deux Guinées au sud. La partie ouest, c'est la façade maritime qui est estimée à 700 km de côte. La population sénégalaise est estimée à 16 millions d'habitants. La capitale administrative du Sénégal est Dakar, en même temps sa capitale économique. La langue officielle est bien entendu le français parce que le Sénégal était une ancienne colonie française. La situation géographique, le Sénégal est situé à l'extrême occident du continent africain, dans la zone intertropicale. Le président actuel est Macky Sall. Il est élu en 2012 au second tour face à Abdoulaye Wade et réélu en 2019 au premier tour. Le régime politique. Le Sénégal a un régime politique présidentialiste. Le présidentialisme prévaut au Sénégal. Bien avant, avec la constitution de 1959, avec la fédération du Mali, le Sénégal avait un régime parlementaire. Mais avec la crise de 1962 qui a opposé le président de la République et le président du Conseil, Senghor et Mamadou Dia, on a fait voter un référendum en 1963 et le Sénégal a basculé vers un régime présidentialiste. C'est comme une sorte de régime hybride qui n'est ni parlementaire et ni présidentiel à 100%. La devise du Sénégal est un peuple, un but et une foi. Cette devise le Sénégal partage cette devise avec la Mali. Ça date de la Fédération du Mali. L'emblème du pays, c'est le lion et le baobab. Le drapeau, le vert, le jaune et le rouge. Et au milieu, une étoile verte. Est membre fondateur de l'OUA, devenu en 2002 l'UA, membre aussi de la CEDEAO, de l'UEMA, de l'OMVS et de l'OMVG. Donc, en guise d'introduction, aussi bien française qu'anglaise, accède à l'indépendance en 1960. C'était là une phase de la décolonisation. Aussitôt après, comme l'a fait la majorité des États du Sénégal, a intégré à les Nations Unies. C'était en guise d'instance internationale. Ça va nous permettre de parler un peu des relations internationales parce que l'ONU est présentée comme une instance de légitimation, la reconnaissance. Ouais. Allô? Oui, oui, là c'est bien. Tu en étais juste à l'ONU comme instance de légitimation. Voilà. C'est là où ça s'est arrêté. Ah, d'accord. Donc, je disais que le 4 avril, le Sénégal a servi d'existence internationale. Jusqu'à présent, le Sénégal a joué un rôle important sur la scène internationale. Les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête de ce pays ont contribué au renforcement et au rayonnement de la diplomatie sénégalaise sur la scène internationale. De Senghor à Macky Sall, tous les présidents ont œuvré pour l'image du Sénégal sur la scène internationale, soit à travers une politique de continuité comme Diouf et Senghor, et comme une politique de rupture avec l'adoption de nouveaux paradigmes
notamment avec les libéraux Wade et Macky Sall. Donc, pour le plan de l'exposé, il y a deux parties. En parlant des relations internationales, les relations internationales sont symbolisées par deux figures, c'est-à-dire le soldat et le militaire. Le soldat renvoie à la guerre, l'aspect belliqueux, et le diplomate renvoie à la coopération qu'on peut entendre comme paix. Donc, comme disaient les relations internationales, ce sont des relations de paix et de guerre. Mais l'aspect pacifique, il faut l'entendre aussi comme la coopération. Les États coopèrent au niveau de la scène internationale, soit des coopérations bilatérales entre deux États ou bien une coopération multilatérale au sein des instances comme l'ONU. Donc, sur ce registre, le Sénégal, on peut mesurer le rôle du Sénégal à travers ces deux niveaux, c'est-à-dire sur le plan militaire et sur le plan de la coopération, c'est-à-dire l'expression de sa diplomatie. Ça, c'est la première partie concernant le rôle du Sénégal. L'autre partie ayant trait à l'intérêt stratégique du Sénégal pour les grandes puissances. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc l'intérêt pour là aussi pour la seconde partie, on va plus mettre l'accent sur sa position géographique, c'est-à-dire on va mettre en exergue deux éléments, la géopolitique et la géostratégie, pour pouvoir analyser ça. Donc, parlant du rôle du Sénégal dans les relations internationales, l'aspect militaire. Depuis toujours, la qualité et le professionnalisme des soldats sénégalais sont loués un peu partout dans le monde. Le Sénégal a eu à dépêcher des troupes dans plusieurs foyers de tension, aussi bien au niveau de la sous-région, Gambie, Libéria, Sierra Leone, Mali, sur le continent africain, au Soudan, c'est-à-dire Darfour, Centrafrique, Rwanda, avec le génocide rwandais, dans le monde lors de la guerre du Golfe 90-91, au Yémen, sur la demande de l'Arabie Saoudite, on s'en rappelle très bien en 2014-2015, entre autres. Le Sénégal participe de manière considérable dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Bon, il y a un département au niveau des Nations Unies, département des opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Le Sénégal... Allô? Oui, on t'entend bien. Est l'un des pays, fait partie des 10 pays qui contribuent plus en termes de ressources humaines, c'est-à-dire par des troupes, les militaires que l'on déplace sur le terrain. En 2017, déjà en février 2017, le Sénégal était classé 9e pays qui contribuait plus concernant le nombre des casques bleus. Avant cette date, le Sénégal était classé 7e. Donc cela montre que l'ONU, les instances internationales, font recours aux troupes sénégalaises pour les missions de maintien de la paix. Donc le déploiement des Djambars, les soldats sénégalais nommés Djambars, est perceptible sur le continent africain. Donc parce que on connaît bien dans les relations, le continent africain héberge pratiquement le plus grand nombre de foyers de tension, aussi bien manifestes que latentes. On y retrouve des guerres civiles, les guerres sécessionnistes, les crises post-électorales en 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Il y a les coups d'État récurrents, entre autres. Donc si on prend l'exemple de la Gambie, on ne peut pas tout dire, mais on peut juste citer l'exemple de la Gambie. La Gambie est une enclave du Sénégal. Donc ce pays a connu des troubles. J'en ai répertorié deux. C'était en 81, sous le régime de Daouda Diawara. Donc, après l'indépendance, quand la Gambie a accédé à l'indépendance en 1965, ce jeune État ne disposait pas d'une armée. Donc, la Gambie a aussitôt ratifié des accords de partenariat sur le domaine militaire avec le Sénégal. C'était sous l'égide de Senghor. Donc, le Sénégal avait eu un devoir d'assistance. Donc, une fois le coup d'État a été opéré par Kuko Samba Sagna, l'État du Sénégal
intervenu pour rétablir l'ordre. Ça, c'était en 81 pour parler des forces des Djambar. Donc, l'autre crise, elle est beaucoup plus récente, c'est la crise post-électorale. C'est en 2016, les élections 2016 et jusqu'en janvier 2017, quand Yahya Jammeh, déclaré vaincu, n'a pas voulu céder le pouvoir. Donc, on a vu aussi le travail remarquable qu'a fait le Sénégal, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan diplomatique. Parce que même le président gambien a prêté serment à l'ambassade de la Gambie à Dakar, au Sénégal. Donc, c'est là pour marquer sur ce point. L'autre domaine, qui à mon avis est l'autre aspect qui à mon avis est beaucoup plus intéressant, c'est sa puissance diplomatique, que je mets entre guillemets. Donc, beaucoup de paradoxes qualifient le Sénégal sur la scène internationale. Le Sénégal d'un point de vue économique, a un poids plume face aux grandes puissances. Le Sénégal ne peut pas rivaliser avec les grandes puissances sur le domaine économique, de même que sur le domaine technologique. Mais ce qui fait le paradoxe sénégalais, c'est sa puissance diplomatique. Comment un petit pays pauvre, parvient à s'imposer dans les instances de décision. Le Sénégal a son mot à dire sur le plan diplomatique. Donc l'exception sénégalaise diplomatique est reconnue de manière générale sur la scène internationale. Mais pour connaître d'où vient cela, les graines de cette qualité diplomatique furent semées dès les premières heures de l'indépendance, c'est-à-dire avec le président Senghor. Au début, on avait des générations de diplomates chevronnés. Je peux citer Doudou Thiam. Doudou Thiam, après les indépendances, était le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Lui, il a beaucoup travaillé dans la mise en place, même la création de l'Union africaine. Il y avait d'autres diplomates comme Falilou Kane que j'ai cité. Cet héritage est perpétué de Diouf à Senghor. Cette puissance diplomatique s'est matérialisée par l'occupation de certains postes stratégiques au niveau de la sous-région ou bien au niveau international. Parce qu'il ne faut pas oublier que Amadou Mokhtar Mbow a eu à diriger l'UNESCO, un organe spécialisé des Nations Unies. Jacques Diouf a dirigé la FAO. Sur le plan, après, l'I2AF a été dirigé par Lamine Diack. L'OIF a été dirigé à un moment donné par Abdou Diouf. La présidence de la commission de l'UEMOA a été dirigée par Hadjibou Soumaré, qui a été sous Wade premier ministre. Le Parlement de la CEDEAO a été dirigé jusqu'à présent, on est en phase d'élection, jusqu'à présent par Moustapha Cissé Lo. Donc cela montre que le Sénégal a su imposer sa diplomatie. L'autre aspect, le Sénégal a eu à siéger à 3 reprises au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sous Senghor, même pas 10 ans après les indépendances, de 68 à 70, à 69, sous Abdou Diouf, de 88 à 89, et sous Macky Sall, de 2015 à 2017. L'autre aspect que les Sénégalais ont aussi contribué, le Sénégal actuellement assure au niveau de l'ONU le comité pour l'exercice des droits inaliénables pour le peuple israélien. C'est le Sénégal qui défend le dossier israélien au niveau des Nations Unies. Palestinien plutôt. Merci. Palestinien. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'à un moment donné, en 2017, il y avait une résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Sénégal avait porté cette résolution en tant que membre non permanent pour critiquer, fustiger l'occupation israélienne. Ça avait même occasionné une crise diplomatique entre le Sénégal et l'Israël et le reste des pays africains. Oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça avait même, parce que même Mankeur Ndiaye a perdu son poste. Mankeur Ndiaye a perdu son poste. Il a été remplacé par Sidiki Kaba. Sidiki Kaba aussi s'était rendu en Israël.
au niveau du mur des lamentations. Ça avait aussi montré un autre aspect parce que les Palestiniens avaient fustigé cette image. Donc, parlant aussi de la représentation, les Sénégalais ont eu à diriger des missions de surveillance des accords comme Bangui, l'ONUSU en Côte d'Ivoire. C'était des Sénégalais qui avaient fait ce travail. Des représentants personnels ou bien des envoyés spéciaux. On s'en rappelle, Ibrahim Fall, qui était candidat à l'élection présidentielle de 2012, lui, il travaille pour les Nations Unies. Il est envoyé dans la région des Grands Lacs, en Lituanie, aux peuples autochtones, et même une lutte pour les décennies contre le racisme. Il y avait Cheikh Tidiane Sy, qui était ministre sous Wade. Lui, il est envoyé spécial en République centrafricaine. Donc, pour ces références, il y a un auteur, André Lewin, qui a écrit Les Africains à l'ONU. Ça date de 2006 et c'est disponible sur Caire Info. Donc, parlant de sa diplomatie, le dynamisme même au plan international, parce qu'on constate que les Sénégalais ont un rôle actuellement sous Macky Sall, qui est récent. Le Sénégal est confié au sein des instances des Nations Unies comme actuellement membre permanent c'était en 2017, c'est terminé. Au CEDEAO, le Sénégal a eu à porter la voix de la CEDEAO, du NEPAD, dans les grands sommets, parce qu'on a vu dans maintes reprises les conférences du G7, du G20. Macky Sall était invité parce que soit il représentait le NEPAD ou bien la CEDEAO. Donc Macky Sall est aussi, l'État du Sénégal, pour ne pas personnaliser, représente l'Afrique dans les sommets continentale, Union européenne, Afrique, Chine, Afrique, encore Inde, Afrique. L'OCI. Donc le Sénégal, pour parler de sa puissance diplomatique aussi, lors de son élection pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité, le Sénégal avait récolté 188 voix. C'était en quelle année? Sur les 180. C'était en 2015. Okay. Le Sénégal a réintégré le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015. C'était de 2015 au 31 décembre 2017. Et c'était sa troisième fois. La troisième fois que le Sénégal était membre non permanent. Donc aussi, ça c'est sur le plan international. Mais aussi, toujours, il y a des initiatives propres. Des initiatives prises par l'État du Sénégal. Donc on peut donner l'exemple du Forum international sur la paix et la sécurité que le Sénégal organise au mois de novembre de chaque année. Cela depuis 2014. Ça regroupe des grands intellectuels, des hommes politiques, tout. Ce sommet a un aura parce que même la dernière édition en 2019, on a parlé des questions sécuritaires, notamment le terrorisme avec la question du Sahel. Ça a beaucoup revenu sur. L'autre aspect qu'il faut également souligner, c'est que le Sénégal sera l'hôte l'année prochaine du sommet de l'eau. Le forum, c'est le 9 en 2021. Attends, je vous lis ce passage. Co-organisé par le gouvernement sénégalais et le Conseil mondial de l'eau, le 9e forum va se dérouler en 2021. Le thème, c'est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Le forum se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne et réunira les autorités politiques et les acteurs de l'eau du mondial. Ce sera du 22 au 27 mars 2021. Donc, lors de ce sommet, même le président Macky Sall a accordé une invitation au pape, le pape François Ier, si je ne me trompe pas. Lui, le pape François Ier fera une visite officielle dans ce contexte. Le sommet de l'eau qui se déroulera en 2021, le pape fera sa visite. Parce qu'on avait constaté en 1992, le Sénégal avait invité le pape Jean-Paul II, mais en 2021, c'est le pape François qui sera l'hôte du Sénégal. Il va participer à ces débats. Donc, ici, on peut aussi mettre l'exergue sur le Sénégal. Bon, ça va venir après dans l'intérêt stratégique, parce qu'il y a des éléments qu'il faut souligner. Le Sénégal est un pays musulman.
il y tire des avantages parce que le Sénégal est membre de l'OCI. Le Sénégal peut traiter facilement avec les pays arabes, soit les pays maghrébins ou bien les pays du Proche et Moyen-Orient. Aussi, le Sénégal a une culture démocratique, ce qui le différencie un peu de certains États. Le Sénégal, parce qu'on a vu le Sénégal a moins de 5% de sa population qui est catholique, mais le Sénégal reçoit les papes, alors qu'il y a d'autres pays où on y compte plus de catholiques. Mais ça montre l'ouverture, l'esprit, tout ça. C'est que donc, à partir de la colonisation aussi et à partir de la relation durable qu'on a eue avec la France, on a surtout subi un certain sécularisme, ce que les gens ont tendance à oublier. Parce que le Sénégal, même si on est un pays musulman, on est un pays laïque et il y a une forte tendance séculariste et occidentale. C'est ça aussi. Si, vas-y. Non, continue après. Voilà, c'est juste une parenthèse. C'est ça qui nous permet aussi, comme tu le dis, d'avoir cette polyvalence-là pour parler au monde musulman, mais aussi pour parler au monde occidental. Merci pour cette précision. Donc, on va attaquer directement à la seconde partie qui s'intéresse sur l'intérêt stratégique qu'a le Sénégal pour les grandes puissances. On constate que déjà sous Wade en 2000, il y avait l'entrée en puissance de la Chine sur la scène internationale. La Chine a commencé à coopérer avec les pays africains. Donc certains pays africains ont décidé de diversifier la coopération. Parce que si on prend l'exemple du Sénégal ou bien de la Côte d'Ivoire, c'était avec la France. Les relations bilatérales s'étaient tournées plus vers la France. Mais avec Wade, on a senti une nécessité de diversifier les relations. Parce que le Sénégal s'est tourné progressivement vers les pays arabes, les Qataris, tout ça. Même avec l'installation de Dubai Port World, concession au niveau du port autonome de Dakar, de manière générale avec les pays asiatiques. Donc, mais pour parler de l'importance stratégique qu'a le Sénégal pour les grandes puissances, là on entre directement dans le cadre géopolitique et géostratégique. Donc le Sénégal, vu sa position, a un grand intérêt pour les grandes puissances. Parce que le Sénégal est à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique. Parce que même les vols qui partent d'Europe pour l'Amérique, parce que les le démontrent. Récemment, en 2019, l'aéroport Blaise Diagne, qui a été récemment inauguré, a accueilli plus de 2 millions de passagers. Cela montre le flux. Le Sénégal y contribue. Les vols directs, pratiquement, le pays, le Sénégal il y a une possibilité pour le Sénégal, vu sa position stratégique, aussi bien au niveau aérien que maritime. Donc l'autre, c'est le Sénégal, toujours sur la position, je nomme entre guillemets la porte de l'Afrique. Parce qu'avant, on parlait de Saint-Louis comme la porte de l'Afrique pendant la période des explorations. Parce que la ville de Saint-Louis était une porte qui menait à travers le fleuve, qui donnait un accès sur le continent. Cela aussi est valable de manière générale pour Sénégal, pour le Sénégal. Le Sénégal est une porte pour l'Afrique. Donc, à travers cette position, donc, ça suscite un intérêt stratégique parce que les grandes puissances, comme exemple la France ou bien les États-Unis, voudront certainement disposer d'une base militaire ici en Afrique de l'Ouest. Et le lieu le mieux indiqué, c'est le Sénégal pour surveiller cette zone. Donc, l'autre élément, c'est sa stabilité. Le Sénégal, depuis les indépendances, à part cette parenthèse qu'on a connue avec la rébellion casamassaise, le Sénégal est relativement stable. Les élections se passent de manière démocratique. Parlant des élections, le Sénégal a une culture électorale qui date de longtemps. Ce n'est pas
en 1960 que les Sénégalais ont connu l'élection, parce que les premières élections furent organisées en 1848, quand Barthélemy Durand-Valentin devenait le premier député. Les élections, parce que le Sénégal, même au niveau de la colonisation, les Sénégalais ont joué un rôle déterminant. Déjà, dès 1789, à Saint-Louis, les habitants ont déposé les cahiers de doléances pour réclamer leurs droits. Après, on a connu dans les années 1887, 81, 87, l'élection des 4 communes. Les Sénégalais étaient des citoyens. En 1914, on a eu Blaise Diagne comme le premier député noir. Après, il y avait Ngalandou Diouf, Lamine Gueye, Senghor. Et on a aussi même connu la loi de Lamine Gueye, 1946, qui a élargi la citoyenneté française dans toutes les communes, dans toute la zone AOF. Donc cela marque l'estime des Sénégalais, le travail qui a été abattu. Parlant de sa culture démocratique, les élections se passent de manière libre et démocratique, contrairement aux autres pays. Donc sa stabilité attire les investisseurs. Ça, c'est le volet purement économique. Donc l'autre côté économique toujours, ce sont ces côtes. Le Sénégal dispose de 700 km de côtes. Donc la Chine et les pays scandinaves ne diront pas le contraire, parce que eux, ils vont y bénéficier des licences de pêche, c'est-à-dire les industriels. Ceux qui font la pêche industrielle en ont besoin, parce que récemment, il y avait une polémique autour des licences de pêche. Le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, on l'accusait d'avoir attribué à la République populaire de Chine 52 licences de pêche. Donc ça, ces ressources halieutiques sont convoitées. De manière générale, ces ressources pétrolières, parce qu'il ne faut pas oublier, actuellement le Sénégal dispose de ces ressources, de ces matières, le pétrole, le gaz et les matières premières et les autres matières, comme exemple le phosphate, le zircon et autres. Ça intéresse les grandes puissances. Donc, parlant des puissances, je vais donner juste l'exemple de 2 États qui coopèrent, qui ont un intérêt stratégique pour le Sénégal. D'abord, en premier plan, il y a la France. La France, pour comprendre cette relation qui existe entre le Sénégal et la France, il faut se référer simplement à 2 éléments. C'est-à-dire, d'abord, en 1961, 8 pays d'Afrique avaient signé avec la France des accords de défense et de sécurité. Ces accords comportaient des clauses secrètes que la plupart des gens oublient. C'est que en matière de coopération, en matière d'offres, de passation de marché, la France devrait être privilégiée au détriment des autres pays. C'est-à-dire le Sénégal doit coopérer avant tout avec la France avant de s'orienter vers les autres pays. C'est ça en quelque sorte les clauses secrètes qui existent dans ces accords de défense et de sécurité. Donc la France doit prêter main forte en cas de rébellion, de sécession ou bien d'occupation territoriale au Sénégal. L'autre aspect est relatif à la monnaie. Le CFA, passation jusqu'à l'éco. Donc on constate aussi pratiquement tous les secteurs d'activité au Sénégal sont gérés par la France. Je vais donner comme l'exemple le secteur routier avec Eiffage et Senac qui assure la gestion. Là aussi, il y a un aspect purement économique, c'est-à-dire les partenariats privés-publics, les PPP avec les contrats de concession. Le domaine portuaire, il y a Bolloré qui a été expulsé à un moment donné par Wade, remplacé par Dubai Portwood. Bolloré a refait surface. Donc sur le domaine ferroviaire, le chemin plutôt, les travaux du train express régional sont confiés à une entreprise française, de même que les autoponts. Le Sénégal doit construire 14 autoponts. C'est l'entreprise matière, entreprise française qui a été choisie. Dans le domaine des télécommunications, on a Orange, on a Free. L'eau, nous sommes passés de la SDE, maintenant on a Sen'Eau, les France toujours. Dans le domaine agroalimentaire, Auchan, Carrefour, etc. Il y a un autre pays. Là, l'eau, peut-être c'est toi qui vas développer après plus, c'est la Turquie. Oui, parce que maintenant tu es un Turc. Parce qu'on a constaté avec votre président Erdogan, sous le magistère de Macky Sall, en un laps de temps, il a fait 4 visites officielles à Dakar. Ouais, depuis 2013. 4 visites officielles.
Donc lui, il a un intérêt énorme pour ce pays. Donc la coopération turque peut, parce que aussi il faut prendre en exergue, il y a le plan Sénégal émergent. Le Sénégal est en chantier. C'est un pays à bâtir, un pays à construire. Donc les Turcs contribuent à cela. Mais bon, il y a l'aspect construction, mais derrière, il y a les matières premières qui les intéressent, les minerais, tout ça. Donc la Turquie a contribué à la construction aussi bien du complexe. Le complexe Dakar Arena, ce sont les Turcs qui l'ont construit, de même que CICAD, Centre international de conférence Abdou Diouf. Donc ce sont les entreprises turques à qui l'État du Sénégal a confié la construction du complexe olympique de Dakar Diamniadio. Là aussi, pour montrer l'aspect décisif du Sénégal dans les relations internationales, le Sénégal va organiser les JOJ, les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Ça aussi, c'est un aspect. Les Turcs aussi ont contribué aux travaux de finissement de l'aéroport AIBD. Mais aussi, ce qu'ils gagnent en retour, c'est l'exploitation du gisement du fer de la Falémé. Ça avait même suscité quelques polémiques entre les oppositions, tout ça. Parce que même l'autre, il y a une industrie de sidérurgie que les Turcs vont installer au niveau du nouveau port de Ndayan. Ça aussi parti. Pour citer aussi les autres pays, il y a les États-Unis qui, avec le Sénégal, ont des accords des accords de défense et de sécurité. Parce que récemment, on a vu Mike Pompeo, le vice-président américain qui était à Dakar. Il y avait Merkel qui était là. Il y avait Trudeau, le premier ministre canadien. Donc, pour dire que le Sénégal, d'une manière générale, ça va se finir. Oui. Ça va se finir. Donc, tu as des réactions? Oui. Bon, tu avais presque fini, je pense. Oui. Oui, voilà. Par rapport, si je peux déjà, merci pour cette présentation. Même s'il n'y a pas eu de, je pense que les gens ne sont pas conscients de ce que tu allais présenter. Je pense que ça a été magistral. Mais je vais essayer de bien faire le montage pour que ça puisse être vraiment utile pour les gens sur YouTube. D'accord. Voilà. Moi, je vais déjà te poser une question sur c'est-à-dire sur notre identité. Parce que, comme tu le sais, selon les constructivistes, on peut analyser le comportement des acteurs du système international par rapport à leur identité, par rapport à leurs valeurs, les normes auxquelles ils croient. Donc, pour le Sénégal, est-ce qu'il y a déjà une identité? Je pense qu'on peut dire que le Sénégal est sur ce plan-là, comme la Turquie, pour venir à la... Je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Sénégal est en train de jouer un rôle de médiateur ou bien un rôle central. Le Sénégal est central country, comme je peux le dire. Voilà, comme la Turquie. Parce que cette centralité-là vient peut-être du rapport qu'on a avec le monde musulman, le monde oriental et avec le monde occidental. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est une stratégie basée sur une identité qu'on cherche à vouloir faire, ou bien c'est juste une stratégie basée sur les moyens qu'on a pour figurer sur la communauté internationale? D'accord. Bon. Pour répondre, je dirais que l'identité sénégalaise, c'est d'abord l'hospitalité. L'hospitalité. Le Sénégal peut traiter avec n'importe quel pays. Donc ça revient à parler international. Les États n'ont ni amis ni ennemis, n'ont des intérêts à défendre, des intérêts nationaux à défendre. Donc le Sénégal sur service pour cette identité qui pourrait globaliser, englober tout le pays, bon, ça
sera extrêmement difficile parce que on a connu deux mouvements, comme tu l'as souligné. Il y a d'abord l'invasion des musulmans avec les mouvements almoravides. Le Sénégal a été islamisé. Donc l'autre aspect, c'est la colonisation. Bon, le Sénégal est entre une culture occidentale et une culture orientale. En plus, il y a cette dose, parce que si on prend les négociations internationales, on nous dit que l'aspect culturel influe, c'est-à-dire les négociateurs c'est hâte. Mais si on regarde, parce qu'au Sénégal, la religion occupe une place importante, parce que même la rencontre, la visite officielle de Trudeau, du Premier ministre canadien, quand on l'a posé la question sur l'homosexualité, il faut regarder la réponse de Mathieu. La réponse, elle est d'ordre culturel, pour que même de croyants avant même la religion, et accompagnée d'une dose de spiritualité. Donc pour dire que même si le Sénégal coopère avec les États, mais il y a de ces actes que le Sénégal ne peut pas porter. Parce que concernant le dossier signé, le Sénégal est mieux placé. Par exemple, la Palestine voit le Sénégal comme un pays musulman qui joue un rôle important au sein même du pays. Donc le Sénégal a un estime. Par exemple, la Turquie, quand la Turquie coopère avec le Sénégal, là, c'est plus sur les moyens. La Turquie va mettre en avant l'aspect spiritualité pour pouvoir traiter avec le Sénégal. Bon, pour la France, quand la France avec le Sénégal, la France va montrer son histoire. Nous sommes des pays frères, on partage ensemble. Il faut écouter le discours de Macron ou bien des présidents français qui se sont succédés. On parle de tout ça. Il y a une histoire qui nous lie à l'Afrique. On ne peut pas s'en départir. Donc l'Africain, comme disait Sarkozy, il disait que l'Africain est à mi-chemin. L'Africain n'a pas exactement sa culture. À un moment donné, il y a les invasions islamistes, il y a la colonisation. Mais l'Afrique ne peut pas être entièrement occidentale. Donc l'Afrique est à mi-chemin. L'Union peut profiter sur imposer son sur les relations internationales. Mais actuellement, l'évolution du monde actuel, donc, sera culturel qui n'a pas été. Parce que, exemple, on peut la Russie, c'est un pays conservateur. Certaines pratiques comme l'homosexualité, ça ne passe pas. Ils n'ont pas la culture judéo-chrétienne occidentale. Ça, c'est un blocus. Oui. Donc c'est ça pour mettre. Il y a une crise de l'identité actuellement, une crise de l'identité. Même aux autres pays, il y a une crise d'identité. Oui. C'est ça. C'est pourquoi même j'ai posé cette question-là parce que on est dans un système mondialisé où il y a de plus en plus, un télescopage ou bien un choc culturel, comme on dit, entre les cultures et les identités. Et du coup, chacun a besoin dorénavant de revendiquer l'identité par rapport à laquelle elle peut se définir le mieux. Bon, pour ne pas aller, allonger la deuxième vidéo. La dernière question, bon, il y avait beaucoup de questions, mais bon, la dernière question c'est par rapport à notre comme tu l'as dit, le Sénégal est une puissance diplomatique, voilà, et une puissance diplomatique devrait se baser sur ses relations diplomatiques pour un petit peu renforcer ses relations économiques, bien renforcer son potentiel économique, ce qu'on ne voit pas avec le Sénégal. Par exemple, pour parler de la Turquie tout à l'heure, ce que la Turquie a envisagé de faire, la Turquie voulait faire deux choses. Augmenter sa place, ou bien rendre beaucoup plus important sa place diplomatique dans le monde. Et ils ont trouvé une niche diplomatique dans la politique dans la politique humanitaire pour le faire, et aussi jouer un rôle de médiateur, que ça soit au Moyen-Orient ou bien dans le monde. Voilà. La deuxième chose, c'était d'avoir des relations économiques à partir d'une extension
diplomatique. Et ça, c'est par rapport à ça qu'ils sont venus. C'est par rapport à ça que le Sénégal est extrêmement important pour la diplomatie turque. Voilà, parce que auparavant, si tu vois bien, l'offensive diplomatique de la Turquie en Afrique date du début des années 2000. Voilà, pour ne pas venir dans les détails, les pays qui sont les plus importants pour la Turquie, c'est la Somalie, où ils ont fait une démonstration de force dans le cadre d'une politique étrangère humaniste et humanitaire. Et du côté, mis à part les pays d'Afrique du Nord, le pays le plus important actuellement pour la Turquie en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal. Par rapport à nos similarités religieuses, mais aussi il y a ce potentiel économique du Sénégal. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a les matières premières, il y a les ressources halieutiques, et la Turquie a besoin de ces choses-là. La Turquie a surtout besoin de chantiers. C'est un pays qui est en compétition et qui s'est surtout illustré dans les travaux publics, dans les bâtiments travaux publics. Voilà. Maintenant, ma question, c'est à partir de ça, si la Turquie est arrivée à renforcer ses relations diplomatiques, à utiliser ces relations diplomatiques-là pour augmenter son potentiel économique, pourquoi le Sénégal n'arrive pas à faire cela? Pourquoi les autorités sénégalaises n'arrivent pas à signer déjà des contrats 50-50 qui puissent être bénéfiques pour le Sénégal et nous permettre aussi surtout de développer l'exploitation ou bien l'exportation de notre savoir-faire dans d'autres pays. Merci. Est-ce que tu peux défiler pour voir la conclusion? Parce que je l'ai mentionné au niveau de la conclusion, cette partie. Voilà. Oui. J'ai dit que le Sénégal, en tant que pays producteur et exportateur, futur pays producteur et exportateur du pétrole, le Sénégal pourra se hisser d'un cran sur la scène internationale, notamment dans le domaine économique, et jouer pleinement son rôle. Ainsi, la volonté de mettre en place une diplomatie économique aura toutes les chances de prendre forme. Parce qu'avec Macky Sall, on parlait de diplomatie pour aller à une diplomatie économique. Actuellement, les termes de référence, ce sont le passage d'une diplomatie à une diplomatie économique. Donc, cela peut se faire. Mais avant même, il y a deux leviers que nos dirigeants ne parviennent pas à réussir. Parce que d'abord, les coopérations qui existent entre ça, le plus important, ce n'est pas le fruit, le travail rendu. C'est les transferts de compétences. C'est ça qui fait défaut. Actuellement, on peut contracter avec des entreprises chinoises. Eux, ils travaillent. Mais il n'y a pas ce volet de transfert de technologie. Alors que là, pratiquement tout tourne autour de cela. Macky Sall va bâtir un pays en faisant éternellement recours. Donc, en parlant du PSE, on parle pour construire un pays, il faut un capital humain. Le capital humain, c'est-à-dire par la formation de ces jeunes. Comment faire? On peut signer des contrats. Exemple, contracter avec les Chinois, les Turcs, peu importe. Mais ce qui sera décisif dans ces contrats, ce sont les transferts de compétences. À compétences égales à ce niveau, sur le plan international, donc les marchés pourront être gagnés par les Sénégalais. Et les Sénégalais pourront, parce que, exemple, on prend le TR. On a confié la construction, tout ça, à une entreprise française. Alors qu'au Sénégal, il y avait le régie des chemins de fer. Donc, quel est le pourcentage gagné par cette entreprise? Il y en a. Au Sénégal, l'expertise locale n'est pas en mesure. Parce que même au niveau du pompier, l'ancien gare du pompier, l'ancien gare du pompier, il y a une construction que l'État a confiée aux Marocains. Donc le président avait dit que les architectes sénégalais, les ouvriers, n'étaient pas en mesure de construire des tours de 10 étages. C'est assez aberrant pour un pays qui veut se développer. Donc il y a un gap, c'est-à-dire sur le domaine technologique d'abord. Exemple,
si les Sénégalais ne sont pas prêts, sont des étrangers et avec une plus-value donc c'est un travail parce que si on prend le cas de la Chine, ça vient de là. La Chine a surtout misé sur les transferts de compétences, ce que les Sénégalais ne font pas. Donc le Sénégal, avec ressources, les diversifier, mais il faut aussi prendre en considération l'élément que vous avez souligné, c'est-à-dire les accords de défense et de sécurité. La France a parlé des pays, bon, c'est comme ça se gardait. La France, bon, les Turcs vont venir dans d'autres aspects, mais le plus souvent, la part du gâteau, la part la plus importante, la France voudra toujours s'en saisir. Donc, alors le Sénégal a un travail de manière globale à faire. Ce travail va consister d'abord à valoriser ces ressources et aussi passer à l'industrisation pour miser. Parce que l'Afrique, l'autre aspect, parce que l'Afrique, pour les Occidentaux, ce sont des débouchés. Parce que eux, leur marché, bon, ça étouffe. Les Occidentaux ont besoin là où ils pourront envoyer leurs marchandises, tout ça. Donc l'Afrique a un travail de manière générale de valoriser leurs ressources et de travailler à part égale. Donc, et surtout miser, comme je l'ai dit, sur le transfert de technologie et s'orienter vers d'autres ressources, comme les ressources renouvelables et coopérer de manière plus intelligente. Parce que c'est la coopération win-win, coopération gagnant-gagnant. Alors qu'avec la France, ça a commencé à changer un peu, mais jusqu'en 90, surtout avec la conférence de la Baule, Mitterrand disait la conditionnalité allait faire la démocratie où vous n'aurez pas la coopération l'aide. C'est-à-dire que bon, les Français, il faut bien sûr les Français, la coopération française, la coopération sénégalaise et française est orientée vers des secteurs bon, qui ne sont pas tellement porteurs de revenus. Exemple, c'est sur les routes ou bien comme exemple les télécommunications. Si le pays faut IB, alors que tout ça, bon, ce sont des entreprises qui c'est retombé, n'a pas commencé à nationaliser, si possible, nationaliser certaines entreprises. Et aussi, comme on dit, il y a des secteurs régaliens, comme exemple, c'est stratégique, l'eau, l'électricité, les télécommunications. Il faut pour ça, gérer ça et travailler avec les autres. Enfin, bon, le Sénégal, s'il se lance. Parce que toujours, de 60 jusqu'à présent, la diplomatie, sur le plan diplomatique, on n'a rien à reprocher pratiquement au Sénégal. C'est juste que le Sénégal tarde à mettre ça en pratique, c'est-à-dire gagner les retombées de cette diplomatie. C'est ça actuellement le véritable bataille. Mais sur le plan diplomatique, le Sénégal, bon, même si actuellement il y a certaines failles, parce que je ne l'ai pas souligné sur le document, mais on a constaté que les échecs, quand Macky Sall a présenté Abdoulaye Bathily pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, il a été lamentablement battu par Fati. Donc, mais ça ne termine en rien l'image de la diplomatie, même si il y a des hauts et bas. Donc, sur le plan économique, bon, c'est à ce niveau diversifier et chercher son profit, l'intérêt, ce qui est essentiel pour un pays. Exactement. L'intérêt national, c'est ça qui détermine vraiment la politique internationale de chaque pays. Donc, merci déjà pour Diène. Je pense qu'il faudra que je travaille un petit peu pour la stratégie, pour essayer d'avoir un peu plus de téléspectateurs ou bien d'auditeurs entre guillemets la prochaine fois. Voilà. J'espère. Je vais partager le document avec les gens intéressés. Et aussi, je vais essayer de vraiment monter la vidéo pour que ça soit utile vraiment pour surtout les étudiants sur YouTube. D'accord. Donc déjà, merci beaucoup pour la disponibilité et à la prochaine. Merci.